Bonjour et bienvenue à la revue d'Eliott du 5 avril 2020. En ce temps de confinement de coronavirus, ce même virus a pas mal chamboulé les places financières ces dernières semaines et mon objectif est, en analysant les 5 grands vecteurs, d'essayer de prendre du recul et d'avoir une meilleure visibilité sur les potentielles opportunités ou risques qui sont impliqués sur les marchés financiers de nos jours. Les 5 vecteurs sont le pétrole, dont on parlera plus précisément aujourd'hui, l'or, les taux d'intérêt, les actions et les matières premières. Mais avant cela, faisons un petit récapitulatif de ce qui s'est dit dans la presse ces 2 dernières semaines. On parle notamment, en ce qui concerne les taux d'intérêt, de la Banque centrale européenne et de la Fed, donc la Banque centrale américaine, la Réserve fédérale, qui ont décidé d'abaisser substantiellement leur taux d'intérêt pour pouvoir recommencer leur programme de plus belle en ce qui concerne la Banque européenne de Quantitative Earnings, qui est finalement de l'argent hélicoptère, pour 350 milliards d'euros. Au même titre, la Fed libère 2000 milliards de dollars pour subvenir aux besoins d'argent frais liés à cette crise. À savoir qu'à peu près la moitié est notamment purement et simplement l'argent hélicoptère, puisqu'il prévoit de parachuter jusqu'à 1400 dollars par individu adulte aux États-Unis pour leur permettre de surmonter cette période de crise. Vous voyez à l'écran les taux d'intérêt qui sont passés pour le 10-year bond, c'est-à-dire le taux à 10 ans de la réserve du Trésor américain, d'à peu près 3,5% il y a de ça à peine plus de 12 mois, à moins d'1,5% aujourd'hui. Ceci illustre bien donc l'extrême volatilité sur les taux d'intérêt. On parle aussi de l'or, comme vous pouvez le voir à l'écran, 1600 dollars l'once. L'once d'or, c'est équivalent à peu près 31 grammes. Son plus haut historique, tout simplement. On parle aussi des bourses. Vous voyez là à l'écran le Dow Jones 500 qui a perdu 20 à 30% ces dernières semaines. Oui, triste record. Néanmoins, ça nous ramène jamais qu'au niveau de 2017, fin 2016. À savoir que depuis 2017, notamment le président Trump a boosté l'économie avec des plans propres à lui. Ce qui veut dire qu'en fait, depuis 2007, on se demandait justement comment justifier cette ascension des bourses. La correction récente n'a jamais fait que ramener les niveaux à des prix tout à fait raisonnables en ce qui me concerne. Mais concentrons-nous sur le pétrole. Et le pétrole d'abord en 3 étapes grâce au graphe que vous voyez à l'écran. Le pétrole est passé dans les années de 80 à 2000 à un taux qui avoisinait entre les 15 et les 30 dollars. Ce n'était pas donc inhabituel d'avoir un pétrole à 25, tel que nous l'avons eu ces dernières semaines, ou même 35, qui était plutôt la fourchette élevée du prix entre 1985 et 2000. En deuxième étape, dans l'histoire du pétrole de ces 40 dernières années, il y a quand même son point culminant en 2009 à 140 dollars le baril, ce qui était assez énorme, à savoir qu'on venait quelques années avant cela de 20 dollars le baril. Un baril étant, pour info, 159 litres de pétrole. Et donc, troisième point dans l'historique de ce graphique, c'est la chute vertigineuse en 2 mois de 60 dollars jusqu'à 20 dollars le baril, pour une remontée ces derniers jours à 35 dollars le baril. Mais il s'agit de comprendre l'impact du prix du baril, notamment en termes de productivité. C'est-à-dire que produire un baril a un certain coût qui n'est pas le même dans chaque pays. Et puis une fois que ce baril est produit, il rentre dans la deuxième partie du cycle du pétrole, qui est notamment sa revente avec les majors pétrolières telles que le sont Exxon, Shell, British Petroleum ou Total. Vous voyez donc à l'écran que le prix de production du baril n'est clairement pas le même dans le monde. Et cela varie notamment dû aux méthodes d'extraction de l'or noir. Et évidemment, la méthode la plus directe, qui est celle des pays du Moyen-Orient, donc on a ici à l'écran l'Arabie saoudite ou l'Iran,
à peu près 10 dollars le baril. Si vous regardez bien, c'est scindé par type de coût. Et si vous regardez la production cost, c'est-à-dire la petite ligne verte, qui est finalement le coût brut d'extraction, on arrive à peine au-delà de 1 dollar le baril en Iran, alors qu'on est à 18 dollars pour l'extraction par les sociétés du Royaume-Uni. Donc, pour en revenir au trend principal, on voit que dans les pays du Golfe, on produit un baril, tout coût confondu, à peu près 10 dollars le baril. Il nous revient à 20 dollars aux États-Unis, 22 pour le gaz de schiste, et le double, on est à 40, entre 35 et 40 pour le Brésil et le Royaume-Uni. Ceci est important parce qu'il faut savoir que les pays exportateurs de pétrole ont leur balance commerciale qui est notamment calculée sur base d'un certain prix du baril. La Russie, par exemple, a son baril au prix de 44 dollars dans son budget 2020. C'est la raison pour laquelle je pense que ce 5 avril, quand ils vont se retrouver avec l'OPEP, ils vont sans doute être beaucoup plus flexibles et demandeurs d'une diminution du prix du baril pour s'assurer que cette guerre pétrolière ne perdure pas trop longtemps. Il faut savoir aussi aux États-Unis que c'est un énorme problème parce que leur indépendance vis-à-vis des pays du Golfe est notamment due grâce au gaz de schiste extrêmement polluant. Nous ne reviendrons pas là-dessus puisqu'il consiste tout simplement à faire exploser des couches de roches pour en extraire des nappes de pétrole qui sont cachées. Donc, cette extraction qui leur vaut leur indépendance vis-à-vis des pays du Golfe a un coût et il est de 22 dollars le baril. Donc un baril, ça c'est pour le coût, à 30 dollars à la vente, ne peut pas permettre aux États-Unis de continuer l'extraction de leur gaz de schiste à ce rythme et donc met en géopardie soit la viabilité de leur société pétrolière, soit tout simplement leur indépendance vis-à-vis des pays du Golfe. Il y a aussi évidemment des pays tels que la France, avec Total, qui est sans doute un best-in-class point de vue productivité, puisque Total assure qu'à partir de 50 dollars le baril, ils sont bénéficiaires. Ce qui faisait sourire quand nous étions entre 100 et 80 dollars le baril, c'est évidemment clairement à l'ordre du jour alors que le baril est à 35 dollars. Parce qu'un choc pétrolier, c'est assez subtil finalement, parce que le pétrole, plus il est bon marché, mieux c'est pour une reprise économique, ce que nous pourrions supposer dans ces jours-ci. En revanche, les pétrolières et parapétrolières sont des sociétés énormément créatrices d'emplois, de dividendes et d'impôts sur le revenu. Si ces sociétés sont donc mises à mal, cela impacte ces trois facteurs que sont l'emploi, les dividendes et l'impôt sur les revenus. C'est donc ça aussi une crise pétrolière. Donc Total à 50 dollars, la Russie à 44, les États-Unis mal barrés avec leur gaz de schiste. On est ici dans une situation où clairement le pétrole ne veut pas être maintenu à ce taux. Il faut aussi maintenant prendre en compte les réserves. Et pourquoi? Parce que contrairement à l'éolien, contrairement au solaire, contrairement à l'hydraulique, le pétrole n'est pas une ressource renouvelable. Et donc, il faut prendre en compte la capacité à pouvoir fournir cette énergie au-delà des décennies à venir. Eh bien, il y a deux facteurs assez contradictoires, en tout cas en ce qui concerne la future évolution du prix, et ce, en relation avec la réserve de pétrole. Premièrement, contre une remontée du prix du baril, sont les réserves que vous voyez ici à l'écran, par pays, et notamment si on prend l'Arabie Saoudite, on est à 350 milliards de barils de réserves. Il faut savoir qu'on produit 80 millions de barils par jour. J'ai donc fait le calcul pour vous. Si on stocke en réserve 100% de la production journalière de barils, nous avons pour 12 années de stock. Ce qui paraît
énorme. Et donc sur cette base, c'est vrai que quand il y a du stock, on peut supposer que ça joue à l'encontre d'une remontée du prix. Mais il faut aussi savoir que selon certaines études relativement sérieuses, il y a 10 ans de cela, au rythme effréné de la croissance notamment chinoise et indienne, on estimait il y a 10 ans qu'il restait 50 années de réserve de pétrole. Ceci est un sujet qui n'est plus vraiment à l'ordre du jour, mais quand on voit le peu d'alternatives qu'il y a aujourd'hui de masse pour pouvoir remplacer le pétrole, il suffirait, à mon sens, de ne pas grand-chose pour remettre ce nouvel indicateur à l'ordre du jour dans les médias et supporter un éventuel redressement du prix du baril, quand bien même les réserves seraient astronomiques. Mais finalement, d'un point de vue géopolitique, on ne peut pas parler du pétrole sans non plus comprendre la dynamique entre les pays du Golfe. À savoir qu'après la guerre du Golfe, les États-Unis sont devenus fervents supporters et alliés des Saoudiens. Les Saoudiens qui eux-mêmes sont copains comme cochons avec les Émirats arabes unis et forment une alcôve autour du Koweït, leur ennemi. Au nord du Golfe, il y a l'Iran, qui est un producteur qui peut difficilement produire plus de 3 millions de barils par jour, souvent limité à 1 ou 2 millions. L'Irak et bien sûr le fameux problème syrien. Et si je dis ça, c'est pas pour rien, c'est parce que cette partie du monde voit le pétrole, bien sûr, comme un enrichissement personnel de quelques milliardaires locaux, mais c'est aussi pour ceux qui en font un usage plus subtil, la seule source pour pouvoir réinventer cette partie du monde qui finalement, à part du pétrole et du chômage, n'a pas grand-chose d'autre devant elle. Quelques clubs de foot, quelques beaux hôtels, mais c'est malheureusement pas suffisant pour pouvoir diriger une économie de plusieurs dizaines de millions de personnes au fil des décennies et peut-être des siècles à venir. Donc il est extrêmement important pour ces pays du Golfe que le pétrole soit à un prix raisonnable pour pouvoir subventionner et réinventer la géopolitique de cette partie du monde. Je pense donc qu'il va y avoir deux scénarios possibles à la remontée du baril qui va être soit un accord entre les États-Unis, Chine et Europe avec les pays du Golfe pour un prix minimum du baril que j'estime entre 45 et 55 dollars, soit nettement moins préférable, mais tout à fait pertinent dans les circonstances actuelles, c'est le déclenchement d'une guerre dans le Golfe par les Saoudiens, directement ou indirectement, ce qui pourrait faire remonter le prix du baril. Voilà, je pense vous avoir tout dit sur le baril. Je regarde rapidement mes notes et je pense que, oui, évidemment, j'en oublie le principal, mais le coronavirus pourrait nous garder en isolement ou en confinement encore quelques semaines ou quelques mois. On a commencé début mars, fin février, début mars, ça fait 6 semaines, on va dire. Je pense que 6 à 8 semaines supplémentaires ne seront pas superflues. Ça nous amène donc début de l'été, courant juin. Aujourd'hui, le baril est à 35 dollars. Je pense que d'ici là, il va pouvoir clairement encore descendre entre 15 et 20 dollars. Je vois donc les 35 dollars comme étant un excellent point d'entrée. Je vous rappelle l'historique du prix du pétrole ces 5 dernières années. Donc 35 dollars est un prix bradé. Même s'il peut encore descendre, ce ne sera jamais qu'une opportunité de consolider votre position. Avec bien sûr, comme target, je le vois dans les 6 à 24 prochains mois, un baril à 50 dollars. C'est relativement conservateur par rapport à ce que certains analystes prévoient, qui est un retour du baril entre 80 et 100 dollars. Donc, en ce qui me concerne, je suis à l'achat sur le pétrole à raison de 15% de mon portefeuille. Je vous remercie et je vous vois dans la vidéo suivante pour parler de l'or. Au revoir.